Bonjour, je suis Jean-Luc Dorchy, je suis directeur des Beaux-Arts de Grand Poitiers et du Miroir, donc la salle d'exposition qui a ouvert le 17 septembre et que je vous invite à aller visiter et découvrir l'exposition sur les reflets et les miroirs. Donc c'est à ce titre que nous intervenons aujourd'hui en invitant des partenaires avec lesquels nous allons travailler l'an prochain, puisque c'est un premier épisode, je dirais, d'une aventure qui va se développer pendant l'année 2023 autour de l'art brut. Donc, ils vont se présenter eux-mêmes. Je déteste présenter les gens. C'est écrit, c'est formidable. Nous allons parler alors d'art brut. Je ne sais pas. On va préciser un peu les choses. J'ai bien aimé le mot découvert ce matin de outsider, peut-être art outsider, outsider de l'art. Je trouve ça assez beau. Voilà. Donc, pour vous dire que, la prochaine exposition du Miroir traitera de ces questions en partenariat avec les personnes de l'association EGART qui vont bien expliquer ce qu'ils font, qui ils sont, et peut-être Gaël Dufresne ici présent, dessinateur de machines, qui va vous parler de son art un petit peu aujourd'hui. Voilà. Et encore une fois, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de participer aux rencontres Michel Foucault. Ça fait, je ne compte plus maintenant, soit sous forme d'exposition, soit sous forme de conférence, comme l'année dernière avec Catherine Millet. Nos partenaires, que je laisse se présenter eux-mêmes et vous dire tout ce qu'ils ont à vous dire. Et en vous donnant rendez-vous, toujours jusqu'au 31 décembre au Miroir de Poitiers pour découvrir l'exposition sur les reflets et les miroirs face à face, et au printemps 2023 pour une exposition sur les questions dont on va traiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-Luc Dorchy pour cette invitation. Merci à l'Université de Poitiers et merci donc au Théâtre Auditorium de Poitiers de nous permettre de contribuer à ces rencontres Michel Foucault. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être ici à plusieurs titres. Alors, le premier, c'est en tant que présidente de l'association EGAR pour un égal accès à l'art. Et c'est de cette association qu'on va parler et de cette expérience qui date de maintenant 10 ans. Et puis à un titre tout à fait personnel, je suis une fille du pays, je suis née à Beaulieu-sur-Sonnette dans un petit village juste à côté de Poitiers, enfin à quelques kilomètres de Poitiers, 80 kilomètres, qui donc se situe entre Angoulême et Confolens. Donc je suis une fille de pays et je pense particulièrement à mon vieux papa aujourd'hui qui était un amoureux de cette terre poitevine. Donc c'est un bonheur pour moi d'être là avec vous à Poitiers. J'ai fait des études de droit à Poitiers, j'y reviens et je suis très heureuse d'être là. Donc merci de m'avoir donné cette occasion de revenir dans cet endroit. Alors, le titre de notre intervention, c'est « Désinstitutionnalisation et création ». On va rester environ 1h30 ensemble. Et je me propose de faire une petite introduction sur la façon dont on pense ces deux termes et pourquoi on les a accolés. Ensuite, on aura le plaisir de découvrir un petit film qui va présenter notre artiste qui n'est pas un artiste, puisqu'il ne souhaite pas qu'on l'appelle un artiste, il est un dessinateur de machines. Donc c'est Gaël qui ensuite présentera son œuvre, commentera son œuvre, puisque ses œuvres vont s'afficher, avec l'aide de Marie Giraud, qui elle-même est historienne d'art, critique et journaliste, et qui travaille également pour EGAR et qui accompagne les artistes que nous accompagnons dans EGAR. Donc Marie Giraud vous présentera également d'autres œuvres et d'autres artistes en les contextualisant. Et enfin, avant que l'on discute, je vous présenterai les modes d'intervention de notre association, qui est une association à but non lucratif et qui a des principes pour accompagner les artistes en difficulté mentale, psychique ou en situation de vulnérabilité. Donc c'est sur ces principes que nous terminerons, si vous voulez bien, avant de discuter. Si vous souhaitez nous interrompre, moi je pense que c'est tout à fait possible.
soit que vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne comprenez pas. Donc, il n'y a aucun problème. C'est pas une conférence d'un sachant. C'est vraiment une discussion de notre expérience et de ce que ça va vous renvoyer et de vos expériences également dont il s'agit. Donc, il s'agit plus d'une discussion que d'une conférence. Alors, est-ce que vous avez vu la dernière expo du LAM, le musée de la métropole lilloise? Je ne sais pas si vous êtes allé. Ce dernier expo, c'est Chercher l'or du temps, surréalisme, art naturel, art magique. Et l'expo scrute à travers 400 œuvres les liens entre ce qu'on appelle l'art psychiatrique, le surréalisme et l'art brut, tel que le désignait Dubuffet. C'est un article qui est paru le 23 octobre dernier dans Le Monde, vous pouvez le trouver. Et c'est Clémentine Mercier, la journaliste, qui l'a écrit et qui fait le panégyrique à juste titre de cette expo. Alors j'ai lu l'article, je n'ai pas vu l'expo. Je n'ai aucun doute sur la qualité de l'exposition, tant l'œil de Savine Faupin, la directrice de la section d'art brut du LAM, est un œil professionnel, aiguisé et très sûr. Mais je voudrais aujourd'hui, malgré tout, vous dire que je ne me situe pas du tout dans la veine d'analyse de ce qu'on appelle un art psychiatrique. Voilà. Donc, je ne parle jamais d'art psychiatrique. Alors, pourquoi ? En tant que directrice d'hôpital et de directrice d'établissements médico-sociaux, je connais ce monde, je connais ceux qui fréquentent ces lieux, et je préfère vraiment laisser aux médecins le soin de soigner les souffrances corporelles et psychiques, et je préfère considérer la personne, le malade, comme une personne pour ce qui est de sa création. Ma position n'est pas d'ignorer son trouble, mais je considère l'œuvre avant le trouble. D'où ma prise de position catégorique qui consiste à dire l'art n'est pas psychiatrique. Et d'emblée, je voudrais citer deux artistes qui sont donc au sein de l'association Égard et qui disent. Il s'agit de Simon Le Fur, artiste. Les gens idéalisent le processus créatif des personnes passées par la psychiatrie. C'est un accident de vie, c'est tout. Bien sûr, la déchirure produite par mon passage en hôpital n'est sans doute pas anodine pour la compréhension de mes dessins. Mais il y a une confusion, comme si la psychiatrie était une école. Cela dit, on peut en parler, si c'est pour que les choses aillent mieux dans le système psychiatrique. Voilà. Simon Le Fur est accompagné par l'association Égard. Je ne sais pas si Marie a choisi de présenter ses œuvres. Oui, on verra des images des œuvres de Simon tout à l'heure. Autre prise de position de Claire Lancien, une jeune femme qui a fait appel à nous et que nous accompagnons dans son parcours artistique. Je veux être reconnue comme une artiste à part entière, je ne veux pas être stigmatisée. Ce qui m'intéresse, c'est de peindre la singularité des êtres, les saisir dans leurs différences. Mon processus de création a peut-être à voir avec ma pathologie, mais mon intention d'artiste n'a rien à y voir. L'institution psychiatrique a pu être enfermante, excluante, violente, comme a si bien pu le dire Michel Foucault et ceux qui analysent Michel Foucault. Elle est différente aujourd'hui, elle peut aussi être bien sûr soignante, bienveillante. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on y trouve dans ces lieux des ateliers d'art-thérapie et d'expression artistique qui peuvent favoriser la création, notamment en art visuel. Mais de mon expérience de gestionnaire de ces lieux, ce que je vous disais, c'est que je préfère considérer que pour que cette création s'épanouisse et prenne place au milieu du monde, des autres, il est nécessaire que cette création soit
désinstitutionnalisés, sortis de ce monde sanitaire, sortis de ce monde psychiatrique, et que et les pratiques et les productions puissent vivre et évoluer dans ce qu'on appelle le monde artistique, tout simplement. L'art psychiatrique ne me semble pas en effet être un terme à retenir, tellement il n'y a pas lieu de qualifier l'œuvre à partir de la qualité de l'artiste, qui serait un usager d'un hôpital psychiatrique. On pourrait considérer que on pourrait aussi qualifier une œuvre à partir d'un autre statut, celui de femme, celui de noir, celui d'enfant, pas plus que d'usager psychiatrique. Et on n'a pas non plus à considérer un art à partir de l'endroit où il est produit, un atelier, un pays, une région, mais à partir d'une œuvre. Même si le contexte n'est pas inintéressant, bien évidemment, on peut situer l'œuvre, on peut parler de l'œuvre, mais il ne peut, à mon sens, en aucun cas la qualifier. Les œuvres, d'ailleurs, de personnes qui fréquentent ces lieux, sont toutes bien différentes. Vous allez voir, Marie Giraud va vous présenter des œuvres qui n'ont rien à voir avec celles de Gaël et qui n'ont rien à voir avec celles des artistes d'art brut tels que vous les connaissez. Mon parti pris, sur lequel je campe, mais on peut en discuter, c'est que de parler de fous, de psychopathes, de schizophrènes, d'autistes ou de malades mentales n'apporte rien si ce n'est de renfermer l'œuvre dans une catégorie. Catégorie, dans un premier temps, rejetée par le monde de l'art, puis ensuite promue par notamment Breton, Dubuffet. Et cette promotion, si elle a été utile d'une certaine façon, a malgré tout enfermé l'œuvre et n'a pas permis à ces artistes à part entière de prendre une place dans l'histoire de l'art, comme ceux qui s'en faisaient les défenseurs. Max Ernst, Breton, Dubuffet, sont dans les musées. Et dans les musées, les musées, comme on dit, dans le courant principal, les musées généraux, pas dans des musées spécialisés. Les collections d'art brut, celles de Lausanne ou celles de Lille, sont grandioses, magnifiquement conservées, mais malgré tout, encore traitées en dehors de ce qu'on appelle le mainstream, du courant principal. Certes, la collection de Charme, c'est une grande collection, vient d'entrer à Pompidou, mais le LAM, certes, le LAM est un musée d'art contemporain, mais le rejet de la collection de Lausanne par la France ne date pas de si longtemps, et les œuvres d'art brut n'atteignent pas encore les mêmes sommes que l'art contemporain. Donc, cette forme d'institutionnalisation de l'art brut, c'est ce constat de cette institutionnalisation, et surtout la rencontre d'un artiste qui s'appelle François Peter, qui m'a décidé à fonder l'association Égard, dont la mission est de permettre à ces artistes en situation de handicap mental ou de maladie psychiatrique de rentrer sur le marché de l'art et de promouvoir leurs œuvres dans des galeries ou des musées au même titre que n'importe quel artiste. Donc, juste pour le plaisir, regardez cette série, merci Marie, cette série de tableaux. François vivait donc dans les lieux, dans un établissement médico-social pour personnes handicapées. Il n'avait pas accès à la parole, bon voilà, mais il peignait toute la journée. Et quand j'ai découvert ses œuvres, je me suis dit que c'était pas possible que ces œuvres continuent à vivre dans un endroit aussi fermé, dans un endroit aussi stigmatisé, aussi marqué. Même si nous y apportions beaucoup d'importance. Je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, il faut faire un pont entre ces lieux qui permettent l'émergence de cette œuvre et ces lieux artistiques qui vont reconnaître à juste titre cette œuvre. Et j'ai fondé Égard il y a 10 ans pour changer de paradigme, faire que l'usager d'un établissement médico-social ou psychiatrique devienne non plus un usager mais un artiste. Passer du contrat d'accompagnement, vous savez, le contrat d'accompagnement qu'on passe dans un établissement psy ou médico-social,
à un contrat de mandat d'artiste. Défendre non plus les droits des usagers, mais des droits patrimoniaux, des droits moraux de l'artiste. Permettre une entrée sur le marché de l'art, exiger le respect du secret médical, ça va de soi. Quand vous allez dans un musée quel qu'il soit, on ne vous raconte pas la maladie de l'artiste sur le cartel. Voilà. Pourquoi la raconter pour d'autres types d'artistes? Et puis, donner à l'artiste vivant le soin de raconter ce qu'il a envie de raconter. Donner la parole à l'artiste. Le dessinateur de machine. Et c'est ce que va faire Gaël, qui est pour moi, comment dire, une histoire d'amitié, Gaël, quand on s'est rencontrés et qu'on a décidé que ta maman nous a appelés en disant, voilà, on a lu un article sur Égard, c'est vous qu'on veut pour soutenir l'œuvre de Gaël. Hein. Et ça s'est fait un vendredi 13 décembre 2013. Ce qui nous a porté chance. Donc, c'est pas une invention. C'est pas une invention, ça c'est sûr. Donc, c'est pour moi un plaisir, Gaël, de te passer la parole, de te permettre de te montrer dans ta passion, dans ton talent, et de te permettre de commenter tes œuvres comme tu vas le faire. Si tu veux bien, on regarde ce petit teaser. Pas de problème. Et puis ensuite, on y va, et c'est à toi la parole. Je suis Gaël Dufresne, donc, j'ai 43 ans, et voilà, je suis dessinateur de machines, de locomotives particulièrement. Voilà, c'est mon passe-temps. Ça tue le temps. Seulement à 32 ans, j'ai appris que j'ai le syndrome d'Asperger. Apprendre ce que j'avais la maladie, ça m'a libéré tout simplement parce que je pouvais mettre des mots sur ce que je savais pas, tout simplement. Quand j'ai commencé à m'intéresser au chemin de fer, et à m'intéresser plutôt particulièrement à la technique et à la technologie ferroviaire, eh ben, il n'y a pas de documents. Qu'à ça tienne, je vais les faire, moi je les dessine, puis basta. Le processus de création, en fait, j'en ai pas. Je peux pas en avoir, en fait. Je suis lié aux machines. C'est-à-dire, je suis lié à ce que l'ingénieur a conçu avant moi. C'est un impératif. J'ai la coupe, les vues externes, les photos de l'ingénieur qui a conçu avant moi. Je passe dans mon cerveau, dessin. Je réalise les dessins en 3 dimensions. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être un ordinateur, quoi. Pour m'endormir, je rate de moteur. C'est pas vrai. Et de machine. Et quand j'ai fait trop de dessins, mécanique, c'est plus fort que moi. Je rêve de boulons, d'écrous, d'engrenages. Donc,
là, alors moi, je suis franchement mécanicien. C'est pour moi l'art, je ne connais pratiquement pas grand-chose, à part avoir fait des cours donc j'ai une formation bac+3 en mécanique. Donc les seuls cours de dessin que j'ai eus, c'est des cours de dessin industriel. Donc tout ce qui est art, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir montrer au monde toute la complexité des sciences et technologies industrielles qu'on trouve dans le monde courant. Qu'on puisse, j'ai des idées politiques bien arrêtées sur l'affaire, et je discute, je ne discute que de mécanique, je ne sais faire que ça. C'est vrai que le film a un certain temps, parce que maintenant j'ai 18 813 jours. Voilà. J'ai toujours ma petite tablette, mais la petite tablette, ça tourne, le compteur tourne, comme tout le monde. Voilà, et donc, je m'occupe que de mécanique. Et quand je fais mes moteurs, quand je prends mes moteurs et tout, donc j'ai toute une batterie de documents. J'ai des documents sur le carburateur, des documents sur les pistons, sur le vilebrequin, tout ça. Et mon cerveau, j'ai une vision très spatiale très importante qui permet de tout réassembler et de faire la machine de tête. Le moteur, il existe bien. Ce moteur-là, c'est un moteur d'avion. Comme le dit la légende, là, il a été mis en service pour que Blériot traverse la Manche. Donc, j'ai des moteurs de tout type. On trouve des moteurs d'avion, des moteurs statiques, c'est-à-dire des moteurs qui ne servent pas au transport, c'est-à-dire non, qui servent pas au transport. Il y a on en verra tout à l'heure, des moteurs statiques. Voilà, donc je fais des moteurs de camion, des moteurs de locomotive. Je vais bientôt en faire parce que j'ai pas encore fait ça. Des moteurs de bateau aussi. Alors, ce que j'aime bien, dès que j'étais petit, j'aime bien tout ce qui est gros, tout ce qui est énorme. Alors, je me suis passionné pour les trains parce que c'était des masses importantes sur rail. L'acier, les cailloux, ça m'a toujours intéressé. Et puis après, j'ai vu que les bateaux, c'était encore plus gros. Alors, les porte-conteneurs, bientôt, je compte faire un dessin de moteur dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment des grosses machines. Bien, faut pas se leurrer. Quand on prend les porte-conteneurs des modernes, là, qui font 400 mètres de long, alors j'ai toujours plein de chiffres. Les Asperger, ils ont plein de chiffres en tête. Donc les paquebots, les gros cargos qui transportent 18 000 conteneurs, donc ils font 400 mètres de long sur grosso modo 58 mètres de large. Ils ont des moteurs impressionnants. Ils ont des moteurs qui font 15 mètres de haut, 4 mètres 50 de large, et grosso modo sur 18 mètres de long, peut-être un peu plus, dans ces eaux-là. Donc ces grosses machines-là, j'aime bien, moi, ça me passionne, c'est mon dada. J'ai envie de montrer toutes ces sciences-là, que peut-être que j'ai l'impression que personne s'y intéresse. Alors sur ce moteur-là, donc c'est un moteur d'avion, donc il a 3 cylindres en W, parce qu'il y a un espèce de V comme ça, et puis il y a un piston au centre.
Et alors, sur le côté gauche, là, on voit le carburateur. Avec, alors je vais vous dire tout de suite, moi je suis très technique. Tout ce qui est art, je me répète, mais je m'en fous complètement. Donc, on voit le carburateur là. Alors, ça monte là-haut et on voit le robinet de pétrolage. Alors, pour démarrer ces trucs-là, c'est vraiment dingue. Parce que il n'y a pas de starter du tout. Alors, pour démarrer, on met quelques gouttes dans l'espèce d'entonnoir tout là-haut. Et donc, ça tombe là, dans les pistons. Et on tourne l'hélice. Et ça démarre. Autre chose. Ah oui. D'habitude, dans les moteurs modernes, on verra tout ça tout à l'heure, il y a une soupape, il y a deux soupapes. On voit la bougie, là, à l'horizontale. Je sais pas si vous voyez. Et tout en haut, là, on voit, il y a une soupape, une espèce de clapet, qui n'est pas reliée à un arbre à cam. On dit que la soupape est automatique. On peut peut-être changer de... Parce que sinon, si je rentre dans les détails techniques, on en prend des heures. Alors, ceci, c'est un moteur à gaz. Alors, tout à l'heure, c'était un moteur à essence. Et ceci, c'est un moteur à gaz. Alors, c'est un gaz pauvre. Ça s'utilisait dans les industries qui pouvaient produire du gaz pauvre assez facilement. Et derrière, on voit tout en haut une espèce de petite aile. Ça sert, en fait, c'est la génératrice. Et on voit toutes les petites dents, là. Ça s'appelle le volant. C'est ce qui permet l'inertie de la machine, qui permet que le piston tourne rond. Et le piston, le volant en question, il fait... Alors, c'est une grosse machine. L'ensemble, là, il fait 30 tonnes. C'est une grosse machine. Et le volant en tout seul, là, il fait pratiquement 2777 mm. Donc c'est un gros volant. Alors tout en haut, on voit là la bielle, là, il y a une espèce de bielle avec là ici, là, il y a ce qu'on appelle la crosse. On va s'y noter là, la crosse. Ça fait pousser le piston qui est à l'intérieur de ce gros cylindre là. Et le cylindre, il est énorme. Hein. Le cylindre, ça fait à peu près haut comme ça. Et on voit derrière, il y a un escalier. Voilà, il y a un escalier. Et alors, le piston, il a la particularité de ce moteur, parce qu'à chaque fois que je dessine un moteur, généralement, il a des particularités très précises. Là, l'autre moteur, il avait un moteur en W. Voilà, ça me plaisait parce qu'il était en W. Et là, donc, c'est très précis. Alors, il est à double effet. Ça veut dire qu'on pousse sur un piston, sur une face de piston, et on pousse aussi sur d'autre face de piston. Alors que les moteurs modernes, on ne pousse que sur qu'une seule face du piston. C'est pour ça qu'on dit que c'est à simple effet. Celui-là, il est à double effet. C'est pour ça que de chaque côté, on voit deux soupapes, deux commandes de soupapes. Oui, deux commandes de soupapes d'admission. Et en bas, pareil, deux commandes de soupape d'échappement. Parce que on fait entrer des gaz d'un côté et entrer les gaz de l'autre et sortir les gaz de l'autre. Alors le mélange, on voit un dessin industriel. Ça, c'est un dessin industriel pur et dur. Ma majorité de mes dessins, il y en a beaucoup de dessins de ce genre-là, de dessins industriels. Alors ici, on montre comment l'air est mélangé au gaz. On voit la soupape d'admission ici, et puis il y a un système qui permet de faire varier pour faire entrer plus ou moins de gaz selon la vitesse du moteur. C'est à peu près tout. Si je rentre dans les détails, ça devient fou. On passe à un autre.
Alors ça, c'est un autre moteur, pareil, du même constructeur, beaucoup plus petit. Et lui, il est à essence. On voit là ce qui est gris, là, juste en dessous du truc en couleur cuivre. C'est là le carburateur. Le truc bleu, ici, ça sert à mettre une étincelle. C'est ce qui commande l'étincelle qui est au bout du cylindre vert, ici. On voit le cylindre vert. La partie bleue, la roue bleue derrière, là, c'est toujours le volant d'inertie. Sur pratiquement tous les moteurs à piston, on a un volant d'inertie parce que il y a des points quand on arrive en bout de course ou en fin de course. S'il n'y a pas ça, le moteur il va s'arrêter tout de suite. Parce que je pourrais parler, mais c'est à peu près tout. Derrière, ce qu'on voit en rouge, tout en haut là, à droite, c'est la dynamo. C'est un moteur fixe aussi. C'est-à-dire que il ne sert pas au transport. D'ailleurs, on voit le dallage. Il est posé sur le dallage. C'est un moteur assez lourd, assez gros, assez important. Alors, je ne sais plus exactement les dimensions, mais c'est... oui, 720 kilos. C'est un moteur conséquent. C'est pas les 30 tonnes de l'autre. C'est pas les 30 tonnes de l'autre, mais 720 kilos, c'est déjà considérable. On passe à un autre. Alors là, c'est encore un moteur d'avion. C'est un moteur utilisé par les frères Wright, c'est-à-dire c'est ceux qui ont fait voler les premiers avions, en fait. Et c'est leur deuxième moteur. Alors lui, c'est un peu spécial. Lui aussi, il est à soupape automatique. On voit là, il y a une soupape. Là, on voit une petite soupape là qui sert à... c'est pas la soupe... oui, non, c'est... Je suis un peu fatigué. Le clapet, là, on voit un clapet ici. Et le clapet ici, il n'est pas relié non plus à l'arbre à cam qui est là, tout du long. Il y a une espèce d'arbre à cam, là, tout du long. Si vous me suivez, parce que quand je pars dans les trucs techniques, c'est à peu près pas possible. Alors ici, il est refroidi par eau parce que ça chauffe. Un moteur à combustion interne, ça chauffe beaucoup. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que lui, il n'a pas de carburateur du tout. Non. Il y a tout en haut, on voit à côté du C, là, tout en haut, il y a une espèce de petit trou. C'est là, par là, qu'on appelle ça un injecteur. Alors, l'essence arrive par là. Il est pompé en B. Il y a une pompe. On voit le grand B ici. On s'est pompé par là. Et on ne peut pas régler le régime du tout. C'est-à-dire que c'est pas comme les voitures électriques, pas comme les voitures modernes, où on peut appuyer sur un accélérateur. Non, pas du tout. On tourne l'hélice, le régime est à fond. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce truc-là. Alors pour lancer pour en démarrer, c'est tout un cirque. D'abord, il faut décompresser parce que c'est un 4 temps, hein, donc il y a admission, compression, et allumage et échappement. Donc il y a toujours un piston qui compresse quand on arrête le moteur. Il y a un piston où il y a de l'air comprimé. Pour éviter qu'on ait des problèmes au démarrage, on fait évacuer l'air. Et il y a un système, on voit là, en E, il y a une tirette là qui permet de décoincer les soupapes, qui permettent de dégager de l'air. Donc il faut tirer en E, la manette. Ensuite, on verse quelques gouttes dans le trou en D, là-haut, trou de pétrolage. Il y en a 2 de chaque côté. Ensuite, on met le contact au magnéto. On voit là qu'il y a un petit trou là. Il y a un petit trou là, magnéto. Et ensuite, on fait tourner l'hélice. Et une fois qu'on a fait tourner l'hélice,
il faut un système de contrepoids pour faire décoller l'avion. Pas pratique du tout. Pas moderne. Forcément, c'est en 1905. On change? Oui, si. Alors là, on passe au 21e siècle. Parce que moi, j'ai fait des moteurs du 18e, du moteur du 19e, des moteurs du 20e siècle et des moteurs du 21e siècle. Alors là, on voit, il y a 2 arbres à cames. Un pour l'échappement. L'échappement, il est à gauche et l'émission, il est devant nous. Alors, on voit, il y a 5 cylindres sur celui-là. Devant, alors il y a une batterie de capteurs en fait là-dessus. Il y a une batterie de capteurs et en plus, il est suralimenté. C'est-à-dire que tout en haut, on voit une espèce de turbine là. Ceci, c'est ce qu'on appelle le turbocompresseur. Je suppose que vous en avez entendu parler du turbocompresseur. Alors, il y a aussi toute une batterie de capteurs dessus. Et il y a ce que j'aime bien ce terme-là, moi. Il y a un boîtier qu'on appelle le boîtier papillon. C'est lui qui permet le réglage des gaz. Voilà. Alors, les capteurs, il n'y en a pas un paquet. Et en plus, celui-là, pareil, il a un système électronique qui permet de faire rentrer plus ou moins le mélange air-essence. Si je me mets à rentrer là-dedans, on n'a pas fini. Alors tout en haut à côté, alors on voit la sonde lambda. Quand je vois en marqué sonde lambda. La sonde lambda, elle permet de savoir au calculateur comment sont les gaz d'échappement, quelle quantité il a. Ça permet au calculateur de calculer ce qu'il faut injecter. Là aussi, il n'y a pas de carburateur. Alors, on voit ici, là, on voit l'injecteur. Non, je ne sais pas si j'ai pas mon doigt assez long. J'aurais dû avoir une baguette magique. Là, en gros, ce qu'on pouvait dire, c'est à peu près tout. Si tu veux bien, Gaël, ouais. On va passer la parole à Marie. Ouais. Mais avant, je vais t'applaudir. Te remercier. Ben de rien, moi. Ça me fait toujours plaisir. Je suis toujours chez moi, dans mon trou, dans mon logement, parce que je vis tout seul. Même si je suis Asperger, je vis tout seul. Et ça me manque de parler mécanique. J'ai l'impression que tu peux revenir quand tu veux au TAP. Nous avons le directeur. Ah, il est parti. Je pense que par l'intermédiaire de Jean-Luc et au miroir, l'an prochain, tu auras l'occasion de commenter tes moteurs pendant 4 mois ou 5 mois. Vous pouvez venir découvrir l'œuvre de Gaël au miroir l'an prochain. De toute façon, de tous ces moteurs-là, j'ai envie de faire un ouvrage avec des écrits de ma part qui expliquent techniquement les particularités de tous ces moteurs. Voilà ce que j'ai envie de faire ça. On verra ce que ça en devient, mais en tout cas, il y a beaucoup de moteurs encore à dessiner. Merci Gaël. Vous avez compris que Gaël est une star. Mais nous en avons d'autres, pour notre plus grand bonheur, et Marie va vous présenter quelques autres œuvres d'artistes que nous avons l'honneur d'accompagner au sein de cette association. Alors, l'association Égard, depuis sa création en 2010, a défendu environ une 40aine d'artistes
Certains restent, certains s'en vont. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une quarantaine d'images. Peut-être qu'on va passer vite, hein, mais on va se faire plaisir en regardant cette galerie d'artistes. Et aujourd'hui, vous allez avoir une dizaine d'artistes d'Égard qui sont actifs, dynamiques et qu'on soutient au quotidien. Je vais peut-être faire une rapide, vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on travaille avec ces artistes. Bernadette reviendra plus longuement sur le fonctionnement de l'association, mais avec les artistes, finalement, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, ce sont des artistes que nous défendons ou dans un milieu de professionnels de l'art. Alors, ça mérite un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des artistes qui sont dans la grande majorité à Égard, des artistes qui sont des artistes autodidactes, qui sont des créateurs autodidactes, et donc certains comme Gaël qui estiment qu'ils sont pas du tout artistes, comment est-ce que des créateurs autodidactes se retrouvent à un moment donné, comment est-ce qu'il est possible qu'ils rentrent dans des galeries, qu'ils se fassent exposer, qu'il y ait des collectionneurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, et là, on peut effectivement faire une petite boucle rapide via l'art brut. En fait, comme vous le savez, en 1945, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Dubuffet, qui est artiste et qui décide en fait de collectionner un certain nombre d'œuvres. Il cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à trouver des expressions plastiques qui ne soient pas l'art savant, qui ne soient pas des œuvres créées par des artistes qui sortent des écoles d'art et encore pire de l'académie pour lui. Et il commence à chercher. Il se tourne vers l'art des enfants. On est en 1945. Il y a eu cette catastrophe de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale. Et il se dit, finalement, la civilisation des pays occidentaux autorisés, est-ce que par hasard ça nous aurait pas amené au chaos? Et donc il cherche des expressions qui soient, selon lui, indemnes de cette civilisation, de cette culture officielle et l'art des enfants, mais il se tourne, vous savez que les cubistes se sont tournés vers les sociétés traditionnelles, vers l'art africain notamment, mais lui il fait pareil, il n'est pas le seul, il y a des tas d'intellectuels également qui à ce moment-là et d'autres artistes, mais lui constitue une collection. Finalement, l'art des enfants, ça lui convient pas tout à fait. Et il y a des gens qui commencent à lui présenter des œuvres qu'on découvre dans des hôpitaux psychiatriques, mais pas seulement, aussi dans des lieux fermés, comme des prisons, mais pas seulement. Des gens dont on a découvert le travail et qui ont développé une œuvre toute leur vie, par exemple, dans des villages à la campagne. Donc, ils constituent un corpus. Et il décide donc une collection. Et à partir de cette collection, il écrit énormément. Et il se dit, mais il y a un art possible qui soit pas passé par l'école. À partir de ce moment-là, cette collection grossit, elle devient énorme. Les gens de toute la France, de toute l'Europe circulent, lui envoient des lettres. Internet n'existait pas, lui envoient des dessins, lui font rencontrer des gens. Et cette collection devient une énorme collection de 3000 œuvres. Et un jour, devant cette collection, il se dit, il faut la montrer. Une collection qui est enfermée ne vit pas. Il y a une histoire assez compliquée. Est-ce que la France a vraiment refusé cette collection? C'est pas très clair. En même temps, la France, c'est le pays de l'académie, hein, c'est Louis XIV. Donc, un art qui serait pas passé par l'école. En tout cas, en 1960-70, hein, le temps avance, la France n'allait pas trop pour. Et finalement, la Suisse accepte cette collection, qui est aujourd'hui, peut-être l'avez-vous visité, dans un château, un magnifique manoir à Lausanne. Pourquoi je fais ce détour? Parce que Gaël Dufresne, qui n'est pas un artiste, dit-il, ses œuvres ont été achetées par cette collection qu'on appelle aujourd'hui la collection d'art brut, enfin qui s'appelle la collection d'art brut de Lausanne et qui est partie de cette collection de Jean Dubuffet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que la force de cette collection existante, le fait que Dubuffet ait énormément écrit et théorisé avec des tas d'amis et des tas d'ennemis, ça a créé un nouveau champ dans l'histoire de l'art. Ça a bousculé l'histoire de l'art officiel. Et le temps avance, le musée ouvre en 1973.
Il y a de grandes collections pendant ce temps-là qui continuent à se constituer en France, notamment la collection La Racine, qui est aujourd'hui la base de la collection que vous pouvez voir, le département d'art brut que vous pouvez voir à Lille, au musée de Lille, Villeneuve d'Ascq, qui est donc musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Lille, Villeneuve d'Ascq. C'est à saluer parce que c'est la première fois du coup en France qu'on a un grand musée qui a tout un département autour de cet art différent. Voilà. Donc, retour à cette histoire. Comment est-ce qu'on travaille à Égard par rapport à tout ça? C'est que tout ça a créé un marché de l'art. Quand vous dites collection, vous dites collectionneur. Donc, il faut trouver des artistes, il faut trouver des œuvres. Et à partir de ce moment-là, en 1993, à New York, vous avez la première foire qui s'ouvre de cet art différent. Et les Anglais, ils mélangent tout, les Anglo-Saxons mélangent tout. L'art brut, théorisé par Jean Dubuffet, mais aussi l'art naïf, l'art singulier, l'art outsider sur toutes ses formes. Et en France, ce salon d'art outsider ouvre à Paris en 2012. Et en 2016, Égard montre Gaël Dufresne dans ce salon. Et l'œuvre de Gaël Dufresne, à ce moment-là, le travail a été vu par toute une série de collectionneurs et de conservateurs du musée. Voilà. Donc nous travaillons avec ces artistes en les faisant connaître de ce milieu, de cet écosystème qui existe maintenant, de musées, de marchands, d'amateurs, de collectionneurs. Là, c'est une œuvre de Wietse Hingst, qui est un artiste flamand. Je vais m'arrêter 2 minutes et la manière dont Gaël a expliqué son travail, c'est peut-être le lien qui nous relie à cette question de l'art brut qui nous permet de mieux comprendre. Nous, si vous voulez, moi je suis historienne d'art de formation, sinon je suis aussi journaliste. Quand je vois une œuvre comme ça, et nous tous, je pense, on se dit bon, ben finalement, ça pourrait être une œuvre abstraite du début du XXe siècle où on a fait des plages de couleurs plutôt que de représenter des sujets. Voilà, il travaille sur les chiffres comme un envol d'oiseaux avec différentes couleurs et c'est comme dans l'impressionnisme, c'est votre œil qui fait ce travail de reconstituer des couleurs avec, c'est votre rétine qui crée une dynamique qui fait vivre l'œuvre. Voilà, et là c'est la superposition des plages de couleurs qui fait que ça vibre. Mais c'est pas une œuvre d'art moderne, c'est pas une œuvre qui a été créée au début du siècle. Wietse Hingst, il en a rien à faire de l'histoire de l'art, de la question de l'abstraction. Donc ça veut dire que nos outils à nous, qui avons suivi des cours d'histoire de l'art ou en amateur ou en professionnel, en fait ça marche pas. Mais donc nous, ce qu'on fait à Égard, c'est qu'on écoute les artistes. C'est-à-dire, on plaque pas une lecture d'historien d'art, on les écoute. Et donc on écoute Gaël. Voilà. Et ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, l'art des autodidactes, des créations d'autodidactes, elles ont toute leur place sur le marché. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Livio Sapotille et que ça, c'est très intéressant aussi. Il a travaillé, il a une art thérapeute qui lui a permis de développer, un travail graphique. C'était un menuisier. Et donc, il avait l'habitude aussi de dessiner quand même sur le bois, dessiner sur des schémas. Et bon, il y a eu des accidents de vie et il se retrouve en situation de développer une œuvre graphique accompagnée. Et à partir de ce moment-là, il nous a été présenté en même temps dans une foire d'art outsider, d'art brut. L'art thérapeute montre les images à la fois à un grand musée d'art brut qui s'appelle la Fabuloserie et en même temps à Bernadette Grosieux. Et c'est la Fabuloserie, donc musée d'art brut, qui a dit à l'art thérapeute allez voir Égard parce que nous on n'est pas tout à fait à l'aise pour démarrer directement avec ce créateur. Voilà. Et donc il est entré chez nous. Vous voyez, en fait,
ce qui est intéressant, c'est tout ce jeu des acteurs, des professionnels de l'art, cet écosystème, et comment les liens se tissent, et j'ai envie de dire pour un peu comment les notoriétés se construisent. Voilà. Donc il est guadeloupéen, il est originaire de Basse-Terre, et évidemment il pêchait des crabes et des coléoptères avec des cages de bambou comme les siens depuis toujours. Il est arrivé en Bourgogne dans un centre pour se faire suivre, et c'est vrai que il pêche moins qu'en Guadeloupe. Bon, mais donc il dessine et il communique avec ses personnages. Il raconte. Enfin, pour lui, les personnages sont assez vivants et il échange avec eux. Il fait le lien avec le carnaval. Donc c'est pareil, on l'écoute. Donc lui, il fait le lien avec le carnaval, avec son enfance, avec la pêche. Voilà. Ça c'est oui, et je précise quand même que ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce travail a été montré en premier à un musée d'art brut et d'art outsider qui s'appelle la Fabuloserie, qui est à Dissy dans l'Yonne. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir, c'est un lieu extraordinaire. Eh bien, elle a souhaité l'exposer, et donc il a été exposé en juin 2022, donc cette année, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, puisque la Fabuloserie avait aussi une galerie rue Jacob. Voilà. Et un spécialiste d'art brut qui s'appelle Bruno Montpied a écrit un grand article dans un magazine d'art et sur son blog. Donc voilà un peu comment un créateur qui a priori n'a rien à voir avec le monde de l'art immédiatement, à voir avec l'art, mais n'a pas encore à voir avec l'écosystème de l'art. Voilà comment une notoriété peut se construire. C'est pas toujours le cas. Ça c'est un créateur que moi c'est Bernadette Grozieux qui l'a rencontré avant. Moi je suis dans l'association que depuis 2017, et donc cet artiste s'appelle Grégoire Sandréou, et c'est un jeune homme qui développe une œuvre où il est parti son système de référence à lui. Alors je vais peut-être vous avancer sur les différentes images. Vous voyez, on a un personnage à chaque fois qui se promène, qu'il a appelé Zepp, avec le Umlaut allemand en hommage à sa grand-mère autrichienne. Mais il vit à Bordeaux et ses parents sont français. Il a commencé par en fait faire de la bande dessinée. Parce qu'il était comme des tas de jeunes fous de bande dessinée, et il a dessiné ses propres bandes dessinées. Et donc là, vous voyez, il y a des plantes. Alors il a été en lycée agricole, mais il faut savoir que les deux parents sont artistes. Alors c'est pas sûr qu'il soit senti non plus très à l'aise dans un lycée agricole. Enfin, j'ai pas poussé, il a pas répondu, il a pas été plus avant dans ces réponses-là. Mais en tout cas, est-ce un hasard? On retrouve des arbres en espalier, des plantes imaginaires dans un premier temps, et toujours le petit personnage, et déjà plutôt Zepp, le petit personnage en bas, vous voyez, qui, comme dans une vraie bande dessinée, apparaît plusieurs fois. Donc on suit le parcours du personnage, et apparaissent également des territoires, vous voyez, des cartes de géographie, et ça va demeurer son univers pratiquement d'une manière exclusive, puisque il va réaliser, voilà, je vous le montre, des grands kakémonos où le personnage Zepp se promène à travers un paysage imaginaire. Et vous voyez bien dans ce dessin-là qu'il a supprimé quasiment les cases de la bande dessinée, mais que selon nos lectures occidentales ancrées de haut en bas et de gauche à droite, on suit parfaitement le déroulé de l'aventure du personnage. Voilà. Il a rajouté à ça donc ici vous voyez l'engrenage de personnages qui roule et qui découle. Voilà. Donc lui, il travaille également sur les calendriers du futur calculés mentalement. Il faudrait que je puisse revenir à l'image précédente, mais vous ne la verrez pas. C'est pas grave. Je vais continuer avec le travail de Leïla de la Salle.
Là, on va rentrer dans un univers d'artistes qu'on pourrait appeler, on a appelé dans le commissariat, parce que Bernadette va vous en parler, mais Égard travaille aussi avec une collection d'un fonds de dotation. Et donc, dans cette collection, il y a un certain nombre d'artistes d'Égard et qui sont un peu regroupés sous le thème de la fenêtre ouverte. C'est ce qu'on pourrait plutôt appeler de l'art singulier, une expressivité de l'artiste qui, à travers la figure humaine, donne son ressenti du monde. Elle travaille sur des tout petits formats, tout petits carnets, des feuilles qu'elle récupère. Elle a commencé à travailler comme ça, en récupérant dans les hauts rebuts des journaux, des livres abandonnés sur lesquels elle réintervient. Dans ça, c'est petits fantômes orange, et elle travaille avec des matériaux inattendus, comme du brode noir. Voilà. Et son univers peut aller d'un univers parfois inquiétant ou douloureux à un univers profondément naïf et doux. Comme elle a fait des séries de vaches, voilà. Là, on arrive, c'est pareil, dans cette partie plus subjective à Claire Lancien, qui sans le savoir est finalement un peu dans une veine surréaliste et ou disons plutôt psychédélique pour être plus proche de nous, et qui dessine la majorité du temps des figures dans des cadres, dans des environnements très 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 fermés. Mais elle est autodidacte aussi. Elle est passée quand même quelques mois aux ateliers de Sèvres, mais elle pouvait pas y rester. Et donc elle travaille sur ces figures inquiétantes lesquelles, dit-elle, nous obligent à les regarder telles qu'elles sont. Voilà. Ah, voilà, donc là on change complètement d'univers plastique. C'est encore une fois, c'est parce qu'on colle à l'univers de référence de l'artiste. D'où viens-tu ? Comment tu as envie de parler de ton travail, qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on dise. Donc tout ça, c'est un travail au long cours qu'on fait avec chaque artiste. Ça, c'est Simon Le Fur qui était dans un centre quand il a répondu à un appel à candidature d'Égard, et il nous a envoyé des images numériques. Et quand on lui a dit, mais peut-être que pour le jury, tu pourrais présenter des dessins, alors il a commencé à faire des dessins, et je vais vous les montrer. Et son univers de référence, c'est le mur. Donc lui, il vient du street art. Enfin, il vient pas du street art, il vient du graphe. Donc ces espaces volés dans lesquels on peut partir à l'aventure avec sa bombe, et vous voyez le principe, c'est-à-dire qu'ils partent souvent de lettres qui sont des lettres identitaires, et à partir de ces lettres, parfois ces lettres enflent, elles deviennent des sortes de paysages, de personnages. Et très curieusement, quand il est arrivé sur la feuille, il a gardé en fait ce trait, parce que toute la complexité est de savoir travailler la bombe, parce que la bombe, si vous savez pas l'utiliser, vous faites toujours des traits qui ont la même épaisseur. Donc en fait, il faut arriver à avoir des choses très fines, enfin moi je ne sais pas travailler la bombe, mais c'est pas du tout évident. Et donc quand il est passé au papier, il a travaillé non pas à la bombe, mais sur différents types de feutres, des feutres épais, des feutres abîmés, des feutres secs, des feutres, et vous voyez que la partie haute bleue là qui ressemble vient du graphe, une espèce de lettre qui est déformée, qui a enflé jusqu'à devenir une espèce de créature sans tête, donc sont des sortes de paysages, et on voit bien dans la manière dont il travaille l'espace que il sait ce que c'est qu'un espace. Et quelqu'un qui commence à travailler sur un mur, il se retrouve devant des mètres et des mètres de surface à couvrir, et donc il faut prendre un parti. Et donc on voit qu'il sait très très bien, et c'est de là que viennent les respirations que vous voyez entre dans cette espèce de vocabulaire graphique coloré. Voilà.
je voudrais vous le montrer ça, parce qu'il a également fait des sortes d'architecture dans l'espace, avec des légendes. Vous voyez, sous chaque module, vous avez une légende. Ce sont des suites de consonnes, et il dit ça veut rien dire, mais c'est la légende. Hein. C'est-à-dire qu'il explique qu'il est dans les codes de la représentation, mais que c'est pas grave si ça veut rien dire. Et par exemple, c'est intéressant, quand il a dessiné cette série, il y a toute une série d'architecture, il était dans un centre et à côté, il y avait un atelier bois. Alors, est-ce que il a vu fabriquer des structures? Est-ce que, vous voyez, bon, voilà, le fait d'analyser des œuvres des artistes, on peut toujours imaginer, on peut se raconter des histoires, mais on n'est jamais sûr parce que l'être humain, il est traversé d'influences et de. Là, je voudrais vous montrer également une œuvre de Béatrice Dromas. Elle a fait toute une série sur les chœurs, et donc là, vous voyez qu'on est dans un univers, graphique complètement différent. C'est le principe du collage, c'est-à-dire qu'on prend une réalité, c'est-à-dire une râpe à fromage, et on l'associe à une autre réalité qui est la réalité organique d'un chœur. Donc, ça doit faire mal. Voilà. Et je terminerai par Sonia Lavnichak, qui est une femme qui est absolument pas autodidacte. Elle a des tas de diplômes universitaires, mais elle s'est retrouvée à commencer les arts plastiques dans des conditions extrêmes, et elle n'était pas du tout préparée à ça. Et finalement, elle a développé un travail graphique. Mais c'est pareil sur le système de référence, qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit elle de son travail? Alors, on peut dire qu'elle dessine, elle fait des collages de villes à la dérive, comme ça, où il y a toujours un moment de chute, un moment. Regardez, voilà. Ce moment de décrochage qui est la catastrophe, en fait. Et moi, ça fait longtemps que je me risque plus à faire des analyses psychologiques parce que ça nous mène absolument nulle part. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir, par exemple, je crois que j'ai encore une township, oui. Je suis désolée, l'image est un tout petit peu petite, mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'elle a pendant quelques années, réussi à travailler à mi-temps parce que sa situation était vraiment invalidante. Elle a réussi à travailler à mi-temps à l'agence Vue, qui était l'agence photo de Télérama, qui avait été créée par Christian Cojol. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, peut-être, vous pouvez analyser vous-même. Est-ce que le fait d'avoir vu passer tant de photos, en étant iconographe, en fait, dans une agence photo, est-ce que par hasard, ça n'aurait pas contribué aussi à nourrir et à faire évoluer son regard et donc son travail d'artiste? Voilà. Merci Marie. Voilà. Merci beaucoup de cette présentation contextualisée. Et on a toujours beaucoup de bonheur à voir ces images et à t'entendre les commenter magnifiquement. Donc merci beaucoup Marie. Pour terminer ce point de vue, j'aimerais vous dire comment on travaille à Égard et vous donner les quelques principes sur lesquels auxquels nous sommes attachés. Alors, l'association a été créée il y a 10 ans pour défendre et promouvoir l'œuvre des artistes en situation de handicap mental, psychique ou en situation de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien reconnaître que dans cette histoire de l'art brut, certains artistes ont été spoliés. Leurs œuvres n'ont pas été toujours considérées à la hauteur de ce qu'elles valaient, et les rapports qui ont été institués entre ceux qui promouvaient les œuvres et les artistes n'ont pas toujours été des rapports contractuels et tout à fait normaux dans ce qui est des rapports d'un acheteur et d'un artiste, parce que ces artistes étaient vulnérables et aussi parce que ces artistes ne savaient pas défendre leurs droits, et aussi parce que peut-être l'idée même de les reconnaître c'était déjà considéré comme un cadeau et que, en l'occurrence, il n'y avait pas lieu non plus de parler d'art ou de parler de prix, puisque les faire sortir de leur institution, c'était déjà
une forme de reconnaissance très très importante. Alors, loin de nous l'idée, loin de moi l'idée de porter l'anathème sur tout ce qui s'est passé avant et sur la façon dont Dubuffet, Marie l'a raconté, ou dont les surréalistes ou Breton a réalisé effectivement cette promotion des artistes. Mais je persiste à dire que leurs droits n'étaient pas reconnus. Donc, au niveau de l'association, ce que nous avons souhaité, c'est déjà reconnaître le droit. Alors, on parlait d'éthique et de droit. Alors, c'est vrai qu'avant le droit, il y a l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui, moralement, nous permet d'avancer dans une relation en dehors du droit. Le droit, c'est on n'a pas le choix. L'éthique, c'est qu'est-ce que je dois faire en plus? Qu'est-ce qui fait que je suis à l'aise? Alors, nous, déjà, à Égard, il y a la question de la confiance. Premièrement, on ne vérifie pas que la personne qui nous sollicite est en situation de handicap. Nous lui demandons pas sa carte. S'il considère qu'il est en situation de vulnérabilité et de handicap, eh bien, c'est suffisant pour nous. Et la confiance s'instaure. Ensuite, il faut qu'il y ait une manifestation explicite de son désir d'exposer et de vendre. C'est-à-dire que nous les rencontrons, et si cette manifestation n'est pas dite, n'est pas sentie par nous, il ne peut pas y avoir de contrat. C'est-à-dire que même si une tutelle, une curatelle nous appelle en disant « Écoutez, il y a monsieur, mon protégé qui a une œuvre extraordinaire, voulez-vous la promouvoir ?» La réponse est non, sans le désir explicite de l'artiste. Voilà. Donc, Égard s'engage avec une personne. Et puis ensuite, il y a la question de la confiance. Il ne faut pas qu'il y ait de suspicion. C'est-à-dire que si l'artiste imagine que notre petite association, Égard, à but non lucratif, va, dans le cadre de la promotion de ses œuvres, s'enrichir sur son parcours, eh bien, il ne peut pas y avoir non plus de contrat, parce qu'en fait, nous ne nous enrichissons pas. Nous sommes une association à but non lucratif, il y a 2 salariés, il y a des bénévoles, et la part que nous prenons sur la vente des œuvres des artistes correspond à 5% du budget. Les 85% autres sont cherchés de façon inlassable auprès de gentils mécènes qui nous aident depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Une fois que cette confiance est établie, eh bien, nous passons à la question de la sélection, c'est-à-dire qu'on fait des appels à projets, les artistes se manifestent et il faut les sélectionner. Alors, j'aime à dire que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap mental qu'on est génial, et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap mental qu'on ne l'est pas. Voilà. Ça, c'est presque l'incipit de notre association. Ce qui veut dire que tous les artistes qui s'adressent à nous ne peuvent pas bénéficier d'un contrat avec Égard, parce que toutes les œuvres ne sont pas, du point de vue du marché de l'art, du point de vue de l'histoire de l'art, intéressantes. Elles sont toutes intéressantes du point de vue des politiques publiques, du point de vue des ateliers d'expression artistique. Moi qui dirige des lieux où il y a des ateliers d'expression artistique, il est bien évident que tout ce qui est fait est intéressant, dans le sens où la personne prend place, s'épanouit. Mais c'est pas pour autant que ces œuvres-là ont leur place dans un musée, dans une galerie. Et on ne peut pas s'extasier sur toutes les productions. Donc notre souci à nous, c'est de les sélectionner. Donc on a constitué un jury qui est constitué de galeristes, d'historiens d'art, de collectionneurs, qui dit oui, cette œuvre est aboutie, ou non, cette œuvre n'est pas aboutie. À partir du moment où le jury considère que l'œuvre peut effectivement prendre sa place dans l'histoire de l'art et dans le marché, eh bien nous passons un contrat écrit. Ça, c'est très important. L'autre jour, j'ai rencontré un artiste assez connu qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est cette connerie à Égard? Vous passez des contrats écrits. Mais moi, je fonctionne avec ma galerie depuis 50 ans et nous, c'est la confiance. On n'écrit rien. » Eh ben non.
chez nous, justement parce qu'il s'agit de personnes en situation de difficultés mentales et psychiques, justement parce qu'il y a des problèmes de droit, des problèmes de défense des intérêts, nous exigeons un contrat écrit. Et ça, c'est absolument important. Et ce contrat écrit, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il reconnaît des droits d'auteur qui sont composés de droits patrimoniaux et de droits moraux, comme pour n'importe quel artiste. Mais je peux vous assurer que il y a 10 ans, quand j'ai écrit un petit texte qui s'appelait À qui appartient l'œuvre, et que je suis allée présenter ce texte devant un public d'établissements psychiatriques et médico-sociaux, et que j'ai dit tout simplement, mais vous savez, l'œuvre appartient à celui qui l'a fait, et vous, organisateurs de ces ateliers, vous ne possédez que le pot de peinture que vous voulez bien donner à la personne, et à la rigueur, vous pouvez vous faire rembourser de la toile ou du papier canson. Eh bien, quelque part, c'était un petit pavé dans la mare, parce que souvent, ces lieux s'appropriaient ces œuvres. Et un grand nombre d'expositions ont pu être réalisées avec le prénom de l'artiste, la première lettre de son nom et le nom de celui qui a organisé l'atelier. Et le tour était joué. Alors, c'était pas forcément malhonnête. On pouvait parler de protection de l'artiste en la matière, mais c'était quand même un outrage important à ses droits patrimoniaux et moraux. Alors, le temps tourne, et puis si on veut discuter, vous allez, si vous êtes intéressé par ces droits patrimoniaux, le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de suite, le droit de divulgation, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, le droit de retrait ou de repentir, tous ces droits qui sont des droits inhérents à la propriété intellectuelle et qui sont absolument pas liés au fait que l'artiste soit en difficulté mentale ou psychique ou avec un tuteur, un curateur, eh bien, vous nous écrivez à égard et on vous renvoie ce petit guide, il est gratuit, et vous y lire. Alors, il y en a quelques-uns ici, mais j'étais extrêmement chargée, j'en ai pris quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais vous nous écrivez et on vous les renvoie. Donc, vous pourrez lire tous ces droits qui ont été énoncés dans ce petit guide et qui sont de toute façon absolument indéniables. Hein. En matière de communication et de promotion de l'œuvre, par ailleurs, nous nous sommes positionnés sur le droit au secret médical. Donc Gaël parle de son Asperger. Et c'est une vraie volonté de moi. C'est une vraie volonté de sa part. Nous ne l'aurions pas fait s'il ne l'avait pas voulu. Donc, là encore, qu'est-ce qui autorise un journaliste, un directeur de musée dans un cartel ou dans une notice biographique d'afficher la maladie de l'artiste vivant? Rien. Rien ne l'autorise. Si ce n'est l'artiste qui peut reconnaître que son trouble a quelque chose à voir avec son œuvre ou qu'il a envie de la révéler. Mais aujourd'hui, nous prenons une position très stricte sur la question des cartels et des notices biographiques. Donc là, comme vous pouvez voir, on est très très loin des pratiques en matière d'art psychiatrique. Hein? Au début, je vous disais que effectivement l'art psychiatrique n'était pas pour nous, mais on est très très loin. Alors, donc ces droits au secret médical, vous allez découvrir. Donc, on ne peut rien dire non plus sur la vie privée. Rien ne peut être divulgué dans quelque support que ce soit si l'artiste ne l'accepte pas. Donc vous allez voir, c'est des choses très très. Alors, le rédacteur de la notice bio n'a pas le droit non plus de reproduire l'œuvre de l'artiste sans son consentement. Les droits patrimoniaux de l'artiste perdurent pendant 70 ans après sa mort. Et après le décès de l'artiste, le consentement des ayants droit est requis. Bon, il y a un certain nombre de principes aussi, c'est le principe de la dignité humaine qui doit être respecté par le rédacteur. Ça, c'est très important parce que sous prétexte d'étrangeté, sous prétexte d'attirance vers la partie sombre de chacun d'entre nous, et bien souvent dans l'histoire
ces artistes d'art brut, des éléments assez sordides de la vie privée sont racontés. Eh bien, l'artiste a tout à fait le droit de ne pas l'accepter. Et là, le principe de la dignité humaine et de l'intégrité n'est pas respecté. Donc, l'artiste qui a subi une atteinte à ses droits d'auteur et à son droit à l'image peut tout à fait agir à justice et demander réparation. Nous avons également, les artistes ont des droits, nous avons aussi des obligations. Alors, l'obligation de l'accompagnement des gares, c'est de faire du mieux qu'on peut. Mais malheureusement, avec les moyens que nous avons. Donc, on n'a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que nous fonctionnons comme une association à but non lucratif. Nous avons donc les moyens de la force de travail de 2 personnes, plus de certains bénévoles, dont moi. Nous signons un contrat avec l'artiste, mais ça ne signifie pas que demain, l'artiste va devenir immensément connu. Ça ne signifie pas qu'on va arriver à promouvoir son œuvre. Nous sommes arrivés à faire des choses magnifiques grâce à certains concours de circonstances, au réseau que nous avons monté, mais c'est pas toujours possible. Et Gaël, bon, c'est une success story. Il est conservé à Lausanne, peut-être à Lammes. Il fait des expositions un peu partout en France. Donc c'est magnifique. Mais il y a d'autres artistes pour lesquels c'est un petit peu plus difficile. Donc, on ne peut pas non plus faire pour l'artiste. Un artiste avec qui nous passons un contrat et qui verrait sa production stoppée ou diminuée, eh bien, malheureusement, nous ne pouvons pas continuer. Autre chose très importante, nous n'avons pas l'exclusivité. C'est-à-dire que vous savez qu'en matière de contrat d'artiste, certaines galeries demandent l'exclusivité. Alors, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas l'exclusivité. Si l'artiste trouve une autre galerie, si l'artiste arrive lui-même à défendre son œuvre dans son réseau, eh bien, il y a aucun problème. Nous demandons à être avertis, on peut continuer à travailler ensemble et l'artiste peut aussi prendre son envol s'il le souhaite. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas une association à but lucratif. Donc, notre intérêt, c'est d'accompagner des personnes avec qui nous mettons en place des liens de confiance, un bout de chemin. Et si ce chemin, à un moment donné, diffère, eh bien, voilà, chacun reprend sa liberté. Tout se fait en plein accord avec l'artiste, Marie l'a dit, la communication, la promotion et surtout le prix de l'œuvre. Comment on fixe le prix d'une œuvre d'art, on mériterait d'en parler longtemps, mais en tout état de cause, pour ce qui nous concerne, il se fixe avec ce que nous connaissons du marché, mais surtout avec l'artiste. Enfin, les administrateurs de l'association s'engagent à ne pas s'enrichir personnellement et on ne peut acheter une œuvre qu'à partir du moment où elle a été exposée et non vendue, et on s'engage à ne pas la revendre dans les 5 ans qui suivent, de façon à pas bénéficier d'une éventuelle promotion que nous aurions nous-mêmes organisée pour nous enrichir personnellement. Voilà, alors notre travail est constitué du travail d'accompagnement des artistes, mais aussi de la parution de guides comme celui-là. À la fin de l'année, nous en sortons un 2e sur la médiation artistique. Et donc, si vous nous donnez vos coordonnées, on aura la possibilité de vous l'envoyer. Donc, nous organisons des expos, vous l'avez compris. Nous en avons plusieurs en ce moment. Une qui vient de se faire en Vendée, qui se termine. Nous en avons d'autres en prévision. Peut-être l'an prochain, nous irons au Maroc parce que nous venons d'intégrer dans la collection d'Égard un artiste marocain. Et enfin, nous aurons l'an prochain une exposition au Miroir et nous sommes particulièrement heureux, honorés, flattés d'être invités par Jean-Luc Dorchy à présenter nos artistes et on aura donc peut-être à cette occasion l'occasion de se revoir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous propose que nous échangions
si vous avez des questions à poser à l'un d'entre nous. On est bien sûr ravis de vos réactions. C'est pas une question, hein, c'est juste pour dire qu'on va mettre vos coordonnées sur le site internet des Beaux-Arts École d'Art Plastique de Grand Poitiers. Donc c'est sur le site de Grand Poitiers. Et si vous souhaitez justement recevoir les guides, etc. Donc voilà, pour information. Et puis sinon, pour dire aussi que l'éthique et les valeurs de l'association Mégarde correspondent exactement à ce qu'on a envie de faire au Miroir. C'est plutôt une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai lu il y a longtemps et j'ai croisé un peu l'histoire de Lionel, l'enfant bleu d'Henri Beauchot. Et tout à l'heure, j'ai pensé plusieurs fois à lui pendant votre exposé, et je me demandais si effectivement ce Lionel avait finalement eu un nom. Et si vous savez s'il est toujours exposé, c'était un artiste merveilleux, mais je ne suis pas sûre qu'il soit sorti du cadre de l'hôpital dans lequel il était. Je ne sais pas si vous savez. Mais il s'appelait que Lionel. Voilà. Merci en tout cas. Donc c'est un bon exemple que vous citez. Grâce à Beauchot, on sait qu'un artiste de ce type existe. On ne connaît que son prénom. Il n'a pas bénéficié d'aucune promotion de son œuvre. Il n'a pas pu vendre et on n'en connaît pas son nom. Tout ça parce qu'il était autiste. Parce qu'il est autiste. Oui, j'avais deux questions à poser. La première à Gaëlle Dufresne, en fonction des représentations qui nous ont été présentées donc tout à l'heure, parce que parfois donc c'est plutôt en noir et blanc, d'autres fois c'est avec beaucoup de couleurs, et puis on trouve aussi donc quelques représentations visuelles qui sont, si je peux dire, un petit peu dans l'entre-deux. Alors, est-ce que le choix de la couleur répond à quelque chose, une envie particulière? Est-ce que ça correspond donc à un type de moteur, ou est-ce que c'est à un moment donné vous vous êtes dit donc voilà, là je voudrais donc appuyer sur tel ou tel élément, donc en mettant plus de couleurs et en ne laissant pas le noir et blanc. Et je pose tout de suite ma deuxième question à ce moment-là, c'est sur les lieux d'exposition. Parce que par exemple, si on s'intéresse à l'art naïf ou à l'art brut ou outsider, il y a des lieux qui sont connus, que ce soit par exemple le musée d'art naïf de Nice ou la Halle Saint-Pierre de Paris. Et donc du coup, on sait que si on va là-bas, on ne sera pas déçu, parce qu'en quelque sorte, le pacte correspond donc à l'attente de celui ou de celle qui veut visiter. Et donc évidemment, c'est un petit peu compliqué, parce que si ces collections qui sont présentées plutôt sous la forme d'expositions donc provisoires étaient dispersées, on n'aurait pas la possibilité à ce moment-là de voir un panorama donc tout à fait important et singulier. Alors moi, les couleurs c'est du dessin industriel. On prend les couleurs justement pour différencier les pièces. Alors, je prends du vert parce que je prends du vert pour un certain groupe de pièces, pour les organes. Il y aura du vert pour les carburateurs, il y aura de l'orange pour les pièces en cuivre, etc. C'est uniquement technique. Il n'y a pas de code précis de choix de couleurs. Il n'y a rien d'artistique là-dedans. Pour ce qui est des lieux, vous avez raison, c'est le paradoxe de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est clair qu'il y a des lieux qui sont repérés comme des lieux, des antres de l'art brut, et en même temps, on a envie que cet art prenne son envol dans d'autres types de lieux plus généraux. Donc, j'ai pas forcément de réponse à vous donner, si ce n'est de vous dire que c'est le paradoxe de notre action. C'est le paradoxe de la discrimination positive. Donc, à un moment donné, on donne un coup de pouce notamment à égard à des personnes qui sont en difficulté mentale et psychique. Donc, du coup, avoir un contrat avec EDAR, ça veut dire qu'on est
quelque part en difficulté et qu'on a besoin de ce type de coup de pouce. Et en même temps, notre prise de position, c'est de dire que les artistes sont des artistes ordinaires et qu'on a envie de les voir évoluer dans le monde de l'art en général et pas forcément dans des galeries spécialisées. Mais quand on peut faire une exposition à la Halle Saint-Pierre, au LAM ou à Lausanne, on est extrêmement heureux également. Donc, vous voyez, on balance. Marie? Oui, je vais juste rajouter un mot. Ce que vous soulevez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un écosystème de l'art qui est extrêmement cloisonné. Hein. Donc, de toute façon, entre l'art, ce que dit art contemporain institutionnel qu'on peut voir dans les centres d'art, entre les expositions que peuvent faire par exemple les musées maintenant, qui peuvent être des expositions thématiques, hein, comme celle qui est au Miroir, c'est un excellent exemple. Donc voilà, maintenant, les œuvres des créateurs hors normes, on pourrait dire, elles sont aussi depuis longtemps intégrées dans d'autres expositions, et vous les voyez pas forcément. C'est-à-dire qu'Harald Zeman, qui est un des plus grands conservateurs européens, commissaire d'exposition allemand qu'on a pu avoir en Europe, qui était le promoteur de la Documenta de Kassel, hein, qui était un peu ce qui a fait longtemps le jour et la nuit des mouvements artistiques en Europe et pour les pays occidentaux et aux États-Unis aussi, c'est-à-dire pour les pays occidentaux. Très tôt, il a intégré des œuvres d'artistes d'art brut, des œuvres d'artistes médiumniques également. On n'en a pas parlé, les artistes, ce qu'on a pu appeler les artistes visionnaires. Enfin bon, et la Biennale de Venise a présenté également depuis 20 ans un grand nombre d'artistes qui sont des artistes d'art brut, outsiders, hors normes. Donc il y a une sorte d'infiltration et ça serait peut-être le mieux plutôt que, comme vous le dites effectivement, de les cloisonner dans des lieux qui seraient des lieux dédiés à l'art brut, etc. Maintenant, on peut constater qu'il y a florilège de lieux qui ouvrent. Il y a à Montpellier, il y a un nouveau musée qui a ouvert. Musée Art et Marge à Bordeaux est complètement rénové, enfin est en train de se rénover, va rouvrir. Vous avez la collection Cérès Franco qui est dans l'Aude, dans le village de Montaulieu, qui était jusqu'à présent connu comme le village du livre. Vous avez Lausanne, mais vous avez toute la fabuloserie à d'ici dans Lyon. Donc, de toute façon, vous avez une très grande visibilité aujourd'hui de cet art différent, né dans les années 70. Hein, d'ailleurs, il y a une sorte de grand mouvement, et vous en avez dans le monde entier. Donc, mais il y a ça rentre, hein, ça diffuse dans les expositions rétrospectives officielles. Il faut juste, et c'est peut-être tant mieux, ce n'est pas écrit sur le cartel qu'ils sont schizophrènes, voilà. Mais je vous l'accorde, c'est encore marginal, bien entendu. C'est marginal, c'est vrai. Une question toute naïve pour Gaëlle. Est-ce que vous allez vous passionner peut-être un jour pour les fusées? Les moteurs de fusée, c'est très particulier. Je connais un tout petit peu, mais c'est pas trop mon truc. Moi, je me passionne pour tout autre des tas de moteurs. Hein. Je parle des moteurs électriques, les moteurs hydrauliques, les vérins, et d'autres machines, hein, les machines-outils. J'ai dessiné des machines-outils, j'ai dessiné des tours, des fraiseuses, des pieds à coulisses, des outils, j'ai des clés, etc. J'ai décidé des tas de pièces de mécanique, mais pas la fusée, c'est un autre monde. Ça consomme beaucoup trop à mon goût. Monsieur? Alors c'est pour Gaëlle. Moi j'ai aimé quand vous avez dit que vous aviez 18 000 jours, c'est ça? 18 813 jours, précise. Ouais, parce qu'en fait, moi, quand je dis que j'ai 47 ans, ça me parle pas. Pour moi, ça veut rien dire. Et donc, j'aimerais avoir 47 ans. Mais votre vision
des 18 000 jours, ça vous est venu comment? Ça vous parle plus que l'âge? C'est plus, je me dis que 18 000 jours, c'est quelque chose, c'est 18 000 jours que j'ai vaincu sur la vie, contre la mort. C'est assez plus philosophique. Bah, écoutez, moi je propose qu'on la... C'est sur là.